Bonjour à tous, bel après-midi, bienvenue dans Utopia. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer une alternative au gaspillage qui s'inscrit dans une démarche solidaire. Et oui, c'est possible et c'est la philosophie des donneries. On le constate régulièrement, les poubelles, les décharges sont remplies d'objets encore en bon état, mais dont on ne se sert plus pour des raisons XY, alors que ces objets pourraient être utiles à d'autres foyers. C'est vrai, jeter, c'est simple et facile, alors que donner, eh bien, ça demande un tout petit effort. Et c'est là que les donneries vont nous aider. Elles poussent comme des champignons en Belgique, on en compte une trentaine en Wallonie et à Bruxelles. Elles fonctionnent sur le principe du don, sans aucune contrepartie. Donner pour donner, un acte généreux donc, qui pour reprendre une phrase picorée sur le site pétillon.be, permet à tous d'être plus riches sans que personne ne s'en retrouve plus pauvre. Une très jolie formule que nous allons réutiliser dans cette émission bien sûr. Une émission réalisée comme chaque mercredi en collaboration avec le magazine Alors on change, diffusée sur la 2. Et puis comme chaque jour, vous êtes bien sûr invité à participer à cette émission via notre courriel utopia@rtbf.be, notre répondeur au 02 737 40 98, le SMS également au 60 31 code Utopia et puis bien sûr notre page Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez puisqu'en un mois, vous êtes un peu plus de 1000 personnes à nous suivre, une belle preuve de confiance. Donc, mille merci à vous. Et il n'est certainement pas question de gratuité avec cette actualité que nous allons évoquer à présent. Elle a fait le buzz il y a quelques jours. C'est la Tower Infinity. C'est un gratte-ciel de 450 mètres de haut qui deviendra donc la première tour invisible au monde. C'est le gouvernement sud-coréen qui est motivé par l'évolution technologique qui a donné son accord pour la construction de ce drôle de building qui sera muni d'une façade, elle-même munie de LED et de caméras qui vont filmer en temps réel des images des environs et les refléter donc à leur tour à la surface du bâtiment. Alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et surtout quel est l'intérêt de ce type de bâtiment. Et c'est vous, André de Herde, qui allez répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'architecture à l'université de Louvain. Alors déjà, que pensez de ce type de bâtiment ? Je commencerai par dire que c'est sans doute le premier, éventuellement, qui va se construire de cette façon-là, et sans doute le dernier. Ah oui. Le premier est sans doute le dernier parce que je pense qu'on est en pleine illusion. Donc vous avez bien expliqué de quoi il s'agit. Donc il va y avoir des caméras d'un côté de la tour qui vont filmer l'environnement et en particulier le ciel. Et puis ça va être retransmis de l'autre côté de la tour sur des écrans, si on veut des grands écrans. Et alors l'espoir, c'est qu'effectivement les personnes qui verront la tour sous cet angle-là verront du ciel, verront du paysage. Pour quelle raison, quel est l'intérêt? Je n'en trouve aucun. On peut imaginer que c'est l'intérêt esthétique à faire cela, et c'est une technologie qui ne va rien apporter, je dirais, ni à l'environnement, ni à l'urbanisme, ni à la tour, qui de toute façon sera là. Mais André de Herde, on peut imaginer que c'est quelque chose d'esthétique. On peut se dire que voilà, c'est faire disparaître d'un environnement peut-être assez chargé une espèce de tour malgré tout imposante, non? Oui, tout à fait, mais il faut assumer. C'est-à-dire? Il faut assumer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de tour. Mais bien entendu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que fondamentalement, d'abord, quelle prétention d'aller gratter le ciel? Je trouve que c'est quand même une question qui se pose. Si on y habite volontairement ou si on y travaille volontairement, quelle prétention de dominer tout l'environnement? De quel droit on domine comme ça la Terre? Si on est obligé d'y être, soit parce que on est obligé d'y habiter, soit parce qu'on est obligé d'y travailler, mais on est complètement détaché du sol. On n'est plus sur Terre, on n'habite plus sur Terre, on est enfermé, on est emprisonné, on ne peut pas ouvrir sa fenêtre. Et enfin, en termes de matériaux complémentaires, en termes de technologies complémentaires, on est en plein délire, en plein anti-développement. On refuse toute économie quelconque en construisant ce genre de bâtiment. En plus, il sera une fois de plus complètement en verre, comme toutes les tours d'ailleurs, quel que soit l'endroit dans le monde. C'est un peu le star system, c'est des bâtiments qui descendent des étoiles, qui sont comme ça bombardés un peu partout de la même façon. Et donc c'est un bâtiment qui va être complètement air-conditionné par obligation, puisqu'il est complètement en verre. Alors que si je regarde le climat aujourd'hui à Séoul, il fait entre 20 et 25 degrés le jour et 9 et 16 degrés la nuit. Et donc on n'a pas besoin d'un bâtiment qui serait bien, si le bâtiment était bien conçu, on n'a pas besoin de systèmes complémentaires. Alors il y a 2 mois qui sont effectivement un peu plus compliqués, qui sont juillet et août, où là on dépasse effectivement
les températures, je dirais, habituelles que l'on peut avoir sans devoir air conditionner le bâtiment, mais ça ne fait toujours que 2 mois de l'année sur 12, quoi. Alors, ce bâtiment, André de Herde, servira à accueillir des activités de loisirs. On parle de cinéma, de patinoire, de parcs aquatiques, de restaurants et de bars, etc. On a bien compris que vous n'étiez pas pour, que vous supposez que ce sera une première et une dernière expérience. Ceci dit, il y a des tours beaucoup plus hautes qui ont été construites à Séoul et ailleurs. Par rapport au niveau de la technologie, rendre invisible un building, pour vous, c'est quelque chose qui est faisable? Non, c'est pas faisable. Non? Non, d'ailleurs, je ne comprends pas que l'on dise qu'il y a une face avant, une face arrière à un building. Il y a 4 faces, ou il y a 6 faces, ou il y a 8 faces, mais toutes ces faces sont toujours vues de toute façon d'un certain endroit. Donc dire qu'il y a une face avant, une face arrière, ça, ce n'est déjà pas correct. Je crois je répète, on est dans l'illusion de croire qu'on va effectivement éliminer la tour. Maintenant, ça sera la 6e plus grande du monde. Là aussi, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut construire des tours si grandes, comme si les architectes avaient besoin de cela pour se convaincre que si la tour est plus haute, je vais être très vulgaire, leur visie est plus grand, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà, cette tour sera livrée. Alors, on peut faire de l'exploit architectural, d'accord, on peut faire de l'exploit architectural, mais ok, on l'annonce comme exploit architectural, quoi. Ok, d'accord. Écoutez, elle sera livrée en 2014 en tous les cas. On attend de voir le résultat. Certains s'inquiétaient de la sécurité par rapport aux avions. Par exemple, si cette tour est invisible réellement, qu'en est-il des avions? Je lisais dans quelques articles qu'elle ne serait invisible qu'à certaines heures et sous certains angles. Donc voilà, qui pourrait éventuellement rassurer d'autres personnes. Mais donc ça veut dire que selon vous, André de Herde, dans le monde de demain, on ne verra pas des bâtiments qui seraient rendus invisibles. Ceci dit, ça pourrait être joli au point de vue urbanistique, des bâtiments qui reflètent le ciel ou qui sont transparents. Ça peut être sympa, même dans une ville et à plus petite échelle qu'une tour, non? Oui, ça peut l'être, mais le bâtiment, il fait partie du quotidien. Il faudrait voir ce que ça donne, mais je n'y crois pas, moi, à cette invisibilité. Je n'y crois pas, d'autant plus que, comme vous dites, il y aura inévitablement des signaux qui devront effectivement être mis en place, ne fût-ce que pour les avions. Puis, je n'y vois pas l'intérêt. Je n'y vois pas l'intérêt de camoufler d'une certaine façon le bâtiment. Donc je pense que ce sera un bâtiment qui sera unique. On va voir ce qu'il donne, mais je ne pense pas qu'il fera des petits jeux. J'ai vraiment pas l'impression. Vous avez envie, vous, votre maison, qu'on ne la voit pas? Si elle est belle, votre maison, si votre bâtiment est beau, vous avez envie qu'on ne la voit pas? Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, quoi. Alors, bientôt, on fera des personnes invisibles, alors, avec des capteurs dans le dos et on mettra des écrans, des habillés écrans et on les verra pas quand on marche, quoi. Allez, merci beaucoup, André de Herde, d'avoir réagi par rapport à cette actualité. La Tower Infinity, on vous met un lien sur notre page pour que vous puissiez vous apercevoir, vous rendre compte de ce que ça sera. Donc, livraison en 2014, on sera peut-être là, on l'espère, pour voir de quoi elle aura l'air. Je rappelle, André de Herde, que vous êtes professeur d'architecture à l'UCL. On poursuit sur la première avec Alain Souchon. Utopia. Yasmine Moudaka, Utopia. Donner des vêtements, des objets dont on ne se sert plus mais qui pourraient encore être utiles à d'autres, à des associations qui vont les trier, les revendre, les remettre dans un circuit d'économie solidaire, Voilà qui n'est pas neuf. Oui, aujourd'hui je bredouille, j'ai décidé. Le circuit d'économie solidaire, donc ce n'est pas neuf. Par contre, ce qui est tout gratuit, ce qui est donné pour prendre, sans échange d'argent, sans contrepartie, ça peut surprendre quelquefois. Et à ce sujet, des initiatives citoyennes se multiplient. Ça concerne d'une part les objets, mais aussi la nourriture et bien d'autres choses. Alors en quoi ces pratiques peuvent-elles ou pas bousculer nos habitudes, celles des associations aussi, qui jusque-là bénéficient de nos dons? Comment fonctionnent ces donneries qui poussent un peu partout chez nous? Eh bien, c'est à propos de cette émission que nous réalisons en collaboration avec le magazine Alors on change, diffusé sur la 2 télé. Felice Gasperoni, bonjour. Ouais, aujourd'hui je vais tout bousiller. Bonjour Jasmine. On va revenir sur cette émission consacrée à la gratuité, émission dans laquelle on découvrait la démarche de Marie-Christine Bruyneel, alias Mamie Poule, à Moucron, et elle a créé une donnerie. Ça a démarré sur Facebook et là elle compte plus de 12 000 membres, ce qui est pas mal. Alors cette émission sur la gratuité, on va rappeler un peu le pourquoi. Oui, le point de départ, c'était comment est-ce qu'on peut voir la gratuité via le prisme Alors on change, qui est le même que celui d'Utopia. Et donc l'idée, c'était pas du tout de dire comment est-ce qu'on peut consommer le plus possible en dépensant le moins possible. Donc c'est
vraiment pas genre faites des bonnes affaires, mais de dire voilà comment est-ce qu'on peut valoriser des choses, valoriser du temps, et finalement participer à une amélioration aussi de la vie de la collectivité, etc. Et donc on a fait émerger toute une série de réalités. Voilà, vous avez parlé de Mamie Poule et de sa donnerie. Il y a les services d'échange locaux, et là c'est plus au niveau vraiment du temps qu'on peut consacrer à des activités en échange d'autres. Donc voilà, et finalement on se rend compte qu'il y a plein de petites réalités comme ça qui méritent qu'on s'y intéresse, et notamment les donneries. Alors il y a des donneries, et parmi les petites réalités que vous évoquez, Felice, il y a les dégustations de bon sens que vous représentez, Caroline Huens. Bonjour. Alors ces dégustations de bon sens, c'est une des dernières initiatives en date qui revisite la notion de partage et de solidarité, mais de quelle manière ? Bien, on va chercher les invendus du marché, et quelquefois aussi les maraîchers nous donnent généreusement des légumes qui sont encore très bons. On fait des récoltes incroyables, vraiment. C'est ici sur la dégustation de bon sens de Bruxelles, parce qu'il y en a 4 pour le moment qui sont actives. Il y en a une à Namur, une à Bruxelles, une à Charleroi qui s'appelle Conrawet, et une à Louvain-la-Neuve. Sinon je vais me faire taper avec mes copains. Et il y en a une qui est en préparation. Je ne sais pas si c'est déjà d'actualité, mais pour le mois d'octobre, mais tout prochainement à Liège, il y en aura une aussi. Alors on passe à la fin du marché récolter les invendus et ce que les marchands veulent bien nous donner. On parle de nourriture ici. Oui, ouais. Ça. Oui. Et alors donc on veut vraiment faire le point sur le gaspillage alimentaire, parce que ce qu'on ne ramassait pas, on l'a vu la première dégustation, c'était une pile incroyable de légumes un peu talés, des fruits qu'il faut nettoyer et couper, mais incroyable. On fait des soupes, des litres et des litres de soupe. On parvient à nourrir 200 personnes au moins, je dirais. Voilà, et cette soupe, vous la redistribuez gratuitement aux gens qui sont autour de vous, qui finalement prennent rendez-vous avec vous aussi, à force. Via Facebook, on utilise énormément Facebook, mais on est aussi sur le site et un agenda sur il faut indignez-vous.be. On peut s'inscrire, on crée chaque fois l'événement, à chaque fois, et on peut s'inscrire. Généralement, pour le moment, on est à 200 personnes qui s'inscrivent, mais non seulement ces personnes viennent, ce qui n'arrive pas forcément dans tous les événements, ils s'inscrivent, ils viennent pas. Là, ils viennent, mais en plus, il y a des gens qui n'aiment pas du tout Facebook et qui viennent aussi. Et puis il y a les passants, de toute façon. Et alors, et ce n'est pas uniquement pour nourrir les pauvres. Ce n'est pas du tout le sens de la démarche. C'est parler de la gratuité, parler du partage, parler du gaspillage alimentaire, et avec plein d'autres initiatives qui viennent s'y accoler, prendre place dans l'espace public. Voilà. On va y revenir avec vous au cours de cette émission, puisqu'il y a encore un invité à nos côtés, qui est Julien Coppens. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le directeur des Petits Riens, et donc on va voir avec vous aussi quel regard vous portez, votre association porte par rapport à ces donneries, puisque vous avez pour principe de récolter des biens, on parle de vêtements, d'ameublement, etc., et puis de les revendre, mais pour faire tourner une économie solidaire. Donc on va voir si avec vous, déjà peut-être un petit résumé en gros pour ou contre ces donneries. Si je n'étais qu'une entreprise, je dirais contre, parce que effectivement c'est une forme de concurrence par rapport à nos circuits d'approvisionnement. Mais étant donné que je ne suis pas qu'une entreprise et que les Petits Riens c'est avant tout une association qui lutte pour une société un peu plus juste, on regarde ce phénomène quand même d'un œil très positif. Je crois que Madame Huens l'a bien dit juste avant. Il y a de la création du lien social, c'est quelque chose de très local dans une société justement que nous Petits Riens décrions comme étant de plus en plus individualiste, où ça manque sérieusement de solidarité, de partage, etc. C'est sûr que ce phénomène donnerie véhicule toute une série de valeurs auxquelles on ne peut qu'adhérer. Au contraire, c'est des valeurs qu'on essaie de pousser, donc on est très content de voir ce genre de phénomène émerger. Allez, pour nous mettre un peu dans le contexte, je vous propose d'écouter un petit bout de ce reportage, Felice, qui a été diffusé dans À l'heure on change, et on va partir à la rencontre de Mamie Poule donc, et de sa donnerie. J'ai ouvert un groupe de dons sur À votre bon cœur il y a plus de 3 ans. Et ici maintenant, j'ai ouvert À votre bon cœur sur le Tournézy et le 59.
Le groupe de dons a pris énormément de place dans ma vie. C'est, je veux dire, entre 100 150 sacs par jour. Que ce soit de la vaisselle, des vêtements, des jouets, du matériel bébé. On tire des photos de tout ce qu'on reçoit, on met sur le groupe. Les gens choisissent ce qu'ils ont besoin et on les fait venir récupérer ce qu'ils ont demandé. Donc moi, je suis venue chercher quelques dons parce que je suis toute seule avec 2 enfants. Donc c'est un site qui m'aide beaucoup. Moi, ma motivation, la première, c'est d'aider les gens en difficulté parce que moi-même, disons que je suis en difficulté aussi. Donc ma priorité, c'est de voir les gens heureux quand ils reçoivent les dons. Alors je cherche de l'occasion, évidemment. Mamie Poule m'a dit, dès que je trouve un lit pour les petits, je regarde, une table et 4 chaises, je demande pas du nouveau. Mais si Mamie Poule n'existait pas, on ne saurait pas les aider. Parce qu'on ne sait pas payer tout ça, c'est pas possible. On veut bien aider, mais il y a de plus en plus de demandes d'aide. C'est pas nouveau, quoi. Alors grâce à elle, oui, on peut aider les autres à s'en sortir et prendre un nouveau départ. Alors le groupe de dons a pris sur très peu de temps une ampleur incroyable. Beaucoup de gens trouvent qu'on est une équipe très sympathique, très ouverte. Mais Mamie Poule, pour moi, est trop bonne. Moi, personnellement, même si elle demandait que 50 centimes, ça l'aiderait peut-être parce qu'entre nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aident. Maintenant, elle ne sait pas où stocker et personne ne l'aide, quoi. Il y a des membres qui nous disent parfois d'essayer de peut-être mettre quelque chose à 10 centimes ou 20 centimes. Mais Mamie Poule, c'est une tête de mule. Mamie Poule a décidé qu'elle reçoit en don gratuitement. Donc ce que les hommes donnent, me le donnent de bon cœur et c'est gratuit. Et moi, de mon côté, avec mes amis, on refait la même chose. On redonne de bon cœur et gratuitement. Oui, c'est de 14h à 16h. Oh pardon, excusez-moi. Voilà Mamie Poule, un reportage réalisé par nos télé régionales, donc puisque c'est en collaboration avec les télés régionales Felice que se construit l'émission. Alors on change. Je voudrais qu'on accueille également par téléphone Florence Higuet. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la SBL RCR, Réseau de consommateurs responsables. Vous avez participé au lancement de plusieurs donneries. Alors comment on met en place une donnerie ? Au départ, c'est 2-3 personnes qui se regroupent et qui en fait vont proposer à toutes des personnes de leur région par différents moyens. En général, c'est le bouche à oreille, l'envoi de mail pour rejoindre une donnerie. Et donc ici, Mamie Poule, elle a plutôt une donnerie physique, mais en fait, nous, ce qu'on fait la promotion en RCR, c'est tout ce qui est donnerie virtuelle. Mmh. C'est-à-dire que les échanges se passent par des emails qu'on envoie et qu'on s'envoie les uns les autres au sein des groupes, d'un groupe d'une personne d'une même localité. Ça veut dire qu'il y a une espèce de plateforme virtuelle qui est créée pour permettre cet échange ? Tout à fait. Et donc, pour vous donner un exemple, par exemple, si on peut aussi bien donner quelque chose que chercher quelque chose, et donc, dans l'intitulé du mail qu'on enverra au groupe, on mettra à donner planche à repasser. Ou, par exemple, recherche pneus de voiture, par exemple. J'ai en tête, Florence Higuet, une trentaine de donneries en Wallonie à Bruxelles. C'est un chiffre qui vous paraît juste ? Oui, c'est tout à fait correct. Oui. Tout à fait correct. De ceux qu'on connaît actuellement, on en comptabilise 30 et la première a été lancée il y a 8 ans et on voit un sacré boom de la création de donneries les 2-3 dernières années. Alors chez Mamie Poule, on parle de 12 000 membres, pardon. Est-ce que les autres donneries connaissent autant de succès ? Non, on va dire qu'actuellement la première donnerie qui a été lancée il y a 8 ans du côté d'Autigny ou Louvain-la-Neuve, on calcule qu'il y a environ 1200 membres. Et en général, les autres donneries qui sont aussi censées être localisées sur une région ou une commune sont quand même plus petites. Par exemple, celle de Namur qui a été créée l'année passée comprend 80 personnes à l'heure actuelle. Alors comment on fait dans le cas de Mamie Poule, par exemple, quand on met sur pied une donnerie physique, réelle, on le voit dans le reportage qu'on vous mettra en lien sur notre site, que la maison de Mamie Poule, elle déborde de meubles, elle déborde de caisses, et que finalement elle aurait peut-être besoin d'un peu d'aide que des bénévoles lui donnent finalement. Comment ça se passe lorsqu'on décide de faire une donnerie physique ? Mais dans ces cas-là, il faut trouver un local à disposition. Par exemple, récemment à Bruxelles, il y a ce qui s'appelle le magasin gratuit qui a été ouvert, où là, ils ont de la commune pour quelques mois d'ici 2014. Ils peuvent occuper un local où les dons sont exposés. Mais sinon, justement, c'est ça l'avantage avec une donnerie virtuelle, c'est que les gens restent chez eux et proposent quelque chose à donner ou ils cherchent quelque chose et après, l'objet reste chez eux tant qu'il y a personne qui est intéressé et qui se manifeste. Donc là, ça évite l'entrepôt.
On a une réaction de Catherine via mail qui dit qu'il y a déjà bien longtemps, plusieurs années, que les donneries sont intégrées dans des centres de tri au Luxembourg. L'entrée sur ces sites est conditionnée par une carte à puce, mais très vite des vautours, dit-elle, se sont installés afin d'embarquer un maximum d'objets destinés à être revendus aux puces. Les autorités ont installé un temps limite de stationnement dans l'enceinte et sur le nombre d'objets par passage. Il n'empêche, ça n'a servi à rien, ça a dévié l'objectif premier de ces donneries. En résumé, les objets qui restent sont des rebuts. C'est une réalité qu'on connaît aussi dans les donneries ici en Belgique, Florence. On pourrait s'imaginer voir ça avec des donneries physiques, mais comme chez nous, les donneries physiques ne sont pas la norme. Il n'y a pas des donneries physiques dans toutes les villes, tandis que les donneries virtuelles, il y en a quand même beaucoup plus. Il y en a une trentaine, et là, il n'y a pas un entrepôt où quelqu'un pourrait arriver et prendre tout. Mmh. Après, donc avec les donneries virtuelles, imaginons que quelqu'un serait intéressé par une telle démarche qui, en effet, se détache complètement de l'objectif premier. Il faudrait déjà qu'il aille chercher les objets chez toutes les personnes, ce qui est un peu inimaginable. Ça serait une belle perte de temps. Et en général, ça dépend d'une donnerie à l'autre, mais il n'y a pas des annonces non plus de tous les jours. C'est pas au même endroit toujours, pas dans les mêmes villes, pas dans les mêmes rues. Donc, c'est imaginable dans des donneries physiques, c'est sûr. C'est un risque à prendre, mais bon. C'est pas une raison pour condamner l'initiative. Je m'adresse à mes invités ici en plateau. C'est un risque que l'on prend lorsqu'on parle du gratuit. On l'a entendu ici dans le reportage. Les personnes qui vont notamment chez Mamie Poule sont un peu interloquées par le fait que ce soit gratuit. Elles tiennent à payer même 10 centimes, 30 centimes, 50 centimes, ce qui ne représente apparemment rien pour elles. Mais il faut payer pour pouvoir avoir. Est-ce que c'est quoi? C'est par peur de justement de ne pas oui, Felice. Mais en fait, dans les reportages qu'on a fait, on a aussi croisé des gens qui nous ont dit quand c'est gratuit, on a l'impression que c'est moins bon. Et donc c'est comme si on devait automatiquement donner une valeur financière, en argent, aux choses pour qu'elles aient vraiment une valeur. Alors qu'elles peuvent l'avoir sans forcément les payer. Et donc ça aussi, c'est une question de mentalité. C'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est que si ça se paye pas, du coup... Ça vaut rien, et plus c'est cher, mieux c'est. Donc, et c'est exactement l'inverse, évidemment, qu'on vit dans ces donneries. Julien Coppens. Il y a aussi un phénomène de dignité. Enfin, nous, on a fortement perçu dans nos activités où, par le passé, par exemple, on distribuait des colis de vivres. Et donc, les personnes qui étaient vraiment en situation de nécessité recevaient des colis avec toute une série de choses dedans, enfin, de vivres principalement. Et on a changé le système il y a 5 ans en créant une épicerie sociale où les personnes doivent acheter, donc doivent payer une partie du prix, pas le prix bien évidemment qui est proposé en grande surface. Donc c'est un prix très réduit, mais dans les retours qu'on a eu de nos bénéficiaires, une chose très importante c'était je peux choisir. Je suis donc c'est plus quelque chose que je reçois ou j'ai pas le choix, mais je choisis ce que je veux. Et puis surtout, j'ai pas l'impression qu'on me donne. Oui. J'ai l'impression que je participe à hauteur de mes moyens. Et donc en termes de dignité, en tout cas pour les personnes qui sont dans le besoin, je crois que le don en soi, le don purement gratuit, a un côté quelque part un peu, je sais pas, patriarcal ou en termes de dignité pour la personne, c'est un peu plus dur. Mais on parle d'une population un peu plus spécifique. J'ai aucune idée de qui fréquente les donneries, donc ça s'applique peut-être. J'ai peut-être un avis aussi là-dessus, parce que moi je vis en dessous du seuil de pauvreté depuis 20 ans, et je viens de terminer un article 60, donc avec beaucoup d'assistants sociaux, etc. Et donc j'ai vu les deux côtés de la chose par rapport à ça. Et on a fait au CAFA, donc c'est l'ASBL pour laquelle j'ai travaillé, qui est une ASBL créée par le CPS de Saint-Gilles et subsidiée par lui. Effectivement, on doit faire un jeu sur le budget et moi j'avais tous les trucs et astuces puisque je suis très débrouillarde et que c'est là-dessus à la limite que je suis arrivée sur la dégustation de mon sens. C'est ce que je recherchais et effectivement, ce côté d'aller, ne fût-ce que je donnais des pistes, je dis on peut aller au Petit Rien, on peut aller chez Pellemel, on peut, il y a Cash Convectors, il y a des donneries, je parlais de tout ça, et les assistants sociaux m'ont dit tout de suite, mais non, pour eux, mettre des vêtements de seconde main, par exemple, c'est indigne. Voilà, donc c'est un formatage qu'on a tous, c'est vraiment, ils ont du mal
pour beaucoup d'entre eux à passer le cap et à se dire mais c'est très très bien, une paire de bottes qui a déjà été mise par 3 gamins différents. Si elles sont encore en bon état. Si elles sont en bon état. Effectivement. On va faire une petite pause, le temps de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous joindre par téléphone au 02 737 40 98, via mail utopia@rtbf.be. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 60 31, code Utopia, ou rejoindre notre page Facebook. De 15h à 16h, Utopia sur la première. Rejoignez le cercle Utopia sur les réseaux sociaux. Et on parle des donneries, donner pour donner, sans contrepartie, cet après-midi dans Utopia avec nos invités. Julien Coppens, le directeur des Petits Riens, Caroline Huens pour les dégustations de bon sens, Florence Higuet par téléphone pour parler justement de ces donneries, et Felice Gasperoni, journaliste pour l'émission. Alors on change. Alors question par rapport à tout ce qui est gratuit, on évoquait avant la pause l'image qu'avait le gratuit, le don par rapport aux personnes qui le recevaient. La question que j'avais envie de poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui qu'il y ait des dégustations de bon sens, qu'il y ait des donneries pour pouvoir récolter les invendus des marchés, pour pouvoir se débarrasser de l'un ou l'autre objet dont on n'a plus besoin mais qui est encore en bon état. On l'a dit, jeter c'est très facile, donner ça demande un effort. C'est cet effort-là aujourd'hui que vous essayez de contrer l'un et l'autre? Donner, ça ne demande aucun effort en fait. Parce que souvent, il y a un marché gratuit qui s'est installé très très rapidement à côté de dégustations de bon sens sur la place Flagey. Il profite évidemment des demandes d'autorisation d'occupation de l'espace public. Et non, on a tous chez nous des objets en double qu'on n'utilise pas. Mais la poubelle, c'est facile. Et donc les donner, c'est très facile. Le problème, quand on prend en charge, quand ce n'est pas pris dans une institution ou une organisation, comme les Petits Riens par exemple. Là, par exemple, sur les marchés gratuits qu'il y a à côté des dégustations de bon sens, les gens qui amènent leurs objets, si ces objets ne sont pas pris, ils doivent rester ou revenir en tout cas pour les récupérer et pas laisser des vêtements, des livres sur la place publique, parce que ça c'est vraiment des ordures. Julien Coppens, ça demande un effort. Je voulais intervenir répondre un peu à la question. Si on regarde ça d'un point de vue historique, le fait de donner des vêtements, ça a toujours existé. Avant, il y a 30-40 ans, dans les familles, les vêtements faisaient le fils, le cousin, le frère, la sœur, etc. Je crois qu'il y a eu une évolution et notre société a évolué vers une consommation, voire une surconsommation. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans le phénomène, c'est qu'on est toujours dans cette surconsommation. Ça, dans nos entrepôts aux Petits Riens, je crois que vous les avez visités, on s'en rend bien compte. Mais il y a ce côté prise de conscience. Moi, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est ça qui est intéressant. Et quand on regarde ça du point de vue Petits Riens, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, de plus en plus de personnes prennent conscience du fait qu'on a trop. Et alors, c'est une conscience environnementale, c'est aussi une conscience sociale, je crois. Il y en a d'autres qui peuvent en avoir besoin, ou bien ne fût-ce que le mettre à la poubelle, ça pourrait peut-être avoir une autre utilité. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est ça qui est emballeur dans le phénomène. Mais comment s'insèrent aujourd'hui les Petits Riens par rapport à tout ça? Parce qu'effectivement, il y a des donneries, parce qu'il y a d'autres choses qui se créent. Quelle est votre position par rapport à ça? Vous l'avez dit, d'un point de vue strictement de l'entreprise, bof, mais d'un point de vue d'économie sociale, oui, évidemment, un citoyen, oui. Mais ceci dit, on a l'impression aussi qu'aujourd'hui, du fait qu'il y ait une entreprise commerciale derrière les Petits Riens, ils sont de plus en plus exigeants. J'ai autour de moi des personnes qui ont, par exemple, appelé les Petits Riens parce qu'ils avaient un meuble, un canapé, etc. à donner, et où l'équipe s'amène et on dit ah non, il y a un petit truc là, je ne le prends pas, ou ah non, blablabla. Et ça, ce sont des expériences qu'on entend régulièrement. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une exigence de plus en plus importante? Comment ça se passe? Mais il faut savoir donc que tout ce qu'on va collecter va être soit redistribué presque gratuitement à toute une partie de personnes qui s'adressent à nous, qui nous demandent de l'aide, et le reste va être donc revendu dans nos points de vente. Dans un cas ou dans l'autre, nos clients, qu'ils soient sociaux ou pas, viennent dans le magasin et choisissent dans le magasin. On ne peut pas se permettre de présenter un fauteuil déchiré à un bénéficiaire, et encore moins, j'ai envie de dire, à un bénéficiaire de notre aide, plutôt qu'à un client qui, lui, peut-être aura les talents ou l'envie de le réparer. Encore une fois, si on est dans le côté
aide à la personne vivra plus mal qu'on lui donne quelque chose qui est en mauvais état. C'est peut-être de là que vient notre réputation de sélectivité. Faut aussi se rendre compte, alors je sais pas avec qui vous avez discuté, et je crois qu'il y a probablement parfois des erreurs de casting, puis il y a aussi toute une série de personnes qui nous confondent avec un service d'enlèvement de déchets ou de vide-grenier qui se rémunère sur une partie de la bonne qualité et puis sur le reste, paye la poubelle. Notre action a pour vocation de financer notre action sociale. Donc c'est une partie de l'action sociale, je le disais, par le don, mais principalement ça génère des fonds qui financent l'action sociale avec l'hébergement de sans-abri, la distribution de repas, etc. Et donc pour ça, oui, effectivement, on a besoin d'objets en bon état. C'est le critère. Quels sont les objets qui vous rapportent le plus? Petits objets. Les petits objets. Oui. Oui. Donc par rapport au phénomène donnerie, notre position, c'est d'abord les gros objets. Je crois que ça va être beaucoup plus dur à traiter parce qu'on l'a entendu, ça demande de l'espace, ça demande de la manutention, ça demande des moyens de transport. Donc le principe de donnerie étant basé sur du bénévolat, de la bonne volonté, etc. Je crois que réunir des moyens un peu plus industriels, un peu plus professionnels, ça va être plus difficile. C'est pas l'activité, le gros mobilier sur lequel on génère le plus de marge, mais en tout cas c'est l'activité, je vais dire, d'un point de vue social la plus forte pour nous. À côté de ça, nous on réalise pas mal de marge sur tous les petits objets, sur tout ce qui est livres, brocantes, vêtements, etc. Alors heureusement, au jour d'aujourd'hui, le phénomène donnerie est pas encore super développé et donc représente pas, je vais dire, une menace directe pour nous. Mais ça pourrait vraiment menacer votre activité? On pourrait pas imaginer une complémentarité? Il y a un phénomène. Justement, le côté d'abord que c'est sur place et qu'on peut choisir et que c'est quand même un peu plus facile. On voit l'objet, on passe pas par des mails et des trucs comme ça. On va sur place. Vous voulez dire dans nos magasins? Oui, exactement. Et vous pouvez aussi réparer et donner des garanties aussi. Par exemple, moi dernièrement, il y a un mois, mon lit était complètement mort et je suis passée par Freecycle au départ pour avoir un lit et un matelas et en définitive ça ne marchait pas parce que c'était trop loin, je devais quand même trouver une camionnette. Je suis passée au Petit Rien parce que là je sais qu'il y a le service de livraison. Je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi, il y avait une internaute qui m'a dit ah mais non, pour finir, ceux qui venaient prendre mon lit ne le prennent pas. Non, je me suis retrouvée avec 2 lits, c'est très bien hein. mais là m'a quand même rien coûté, mais c'était très proche de chez moi, enfin il y avait 1 kilomètre à pied. Et là, c'est ce que je trouve intéressant, c'est parce que c'est complémentaire. Là, j'ai eu un contact avec la personne elle-même qui avait ce lit. On l'a porté toutes les deux avec 35 degrés et on est passé devant le bar du matin à porter un matelas, puis les lattes. On a fait 2 allers-retours. On était en nage, mais voilà. Et ça peut construire des belles amitiés. C'est une voisine de l'autre commune et voilà. C'est ça aussi, Florence Higuet, la création de liens, puisqu'on est dans des initiatives locales. La création du lien est importante. Oui, tout à fait. On va dire elle est même primordiale et c'est ça la grande différence avec des magasins de dons comme on en trouve. Enfin, il y a aussi en Flandre, par exemple, il n'y a pas de donnerie, mais il y a des magasins d'échange ou plus comme les Petits Riens. C'est là la grande différence. Ici, en fait, il y a plus, l'argent n'est même plus en cause. C'est on partage des biens. On a des biens, mais on ne sait pas quoi en faire et ils sont encore utiles et on les donne. Et c'est vraiment l'idée de recréer du lien social. Et en général, il y a toujours des histoires avec les biens qu'on va, par exemple, qu'on va recevoir de quelqu'un. Donc, imaginons, quelqu'un postule, récemment, il y avait quelqu'un qui cherchait un costume médiéval sur une donnerie, qui l'a trouvé. Fatalement, on peut pas s'empêcher, quand on va chercher le costume chez la personne, de lui demander comment ça se fait que vous avez un costume médiéval ou pourquoi est-ce que vous l'utilisez. Ça crée vraiment des mini-liens sociaux, des chaînes de liens. Et ça crée aussi la nouvelle cohésion entre des groupes de personnes, ce qu'un magasin ne peut pas toujours apporter. Effectivement. Message de Jean-Pierre via le 6031 code Utopia. Bonjour, je fais partie depuis le début de la donnerie de Louvain-la-Neuve. Je voudrais souligner 2 choses. Un don d'objets sur la donnerie est comme un cadeau et on ne paye pas un cadeau qu'on reçoit. Un cadeau fait aussi plaisir à ceux qui le donnent et c'est peut-être ça le prix. Ensuite, s'il y a maintenant une 30aine de donneries, c'est aussi grâce à une personne en particulier qui a beaucoup donné de son temps pour diffuser le concept et aider les gens à mettre cette donnerie en place concrètement. Et donc on parle bien de Jean-Pierre, mais le message n'émane pas de Jean-Pierre, mais bien d'un auditeur. Voilà, en tous les cas, on s'adresse à qui? Il y a des gens qui sont responsables, peut-être Florence, via le réseau de consommateurs responsables, pour mettre en place une donnerie?
Alors, nous, on n'est pas responsable de donnerie, mais on aide au lancement de nouvelles donneries. Et par exemple, Jean-Pierre, c'est quelqu'un qu'on connaît et avec qui on travaille, avec qui on demande beaucoup de conseils parce qu'en effet, c'est un acteur clé au niveau des donneries. Et donc, si quelqu'un veut lancer une donnerie dans sa commune, dans sa ville, il suffit qu'il aille sur notre site internet www.asblrcr.be, nous envoyer un email. Et nous, après, on peut voir avec lui comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une donnerie se mette en place tout près de chez lui. Voilà, et cette info se retrouve sur notre site internet, bien sûr. Felice, ça vous inspire quoi, tout ce qu'on évoque à présent par rapport à la gratuité notamment? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'une part le lien social qui se recrée. D'autre part, on sent bien qu'il y a une sorte d'épanouissement personnel qu'on peut avoir à aider les autres via des choses qu'on donne, point, sans avoir quelque chose en retour. Et puis en fait, nous, ce qu'on avait constaté aussi, c'est que on s'attendrait à ce que les gens qui bénéficient des donneries soient des personnes très défavorisées, vraiment dans le besoin à fond, etc. Et finalement, on se rend compte qu'il y a aussi les personnes qui viennent amener des choses, qui se disent, tiens, au lieu d'aller acheter un objet dont j'avais peut-être besoin, eh bien, je vais le prendre. Et donc, je veux dire, il n'y a pas non plus un critère de sélection du style... c'est réservé aux personnes qui sont vraiment super dans le besoin. Donc il y a une forme de... C'est une philosophie. C'est une philosophie. Ouais. Et là-dessus, justement, quand on est allocataire social, on est nécessiteux, on doit... c'est humiliant, l'humiliation de venir demander est-ce que j'ai droit à un ticket modérateur. Je ne sais pas exactement comment ça se présente, mais voilà, on doit faire un état des lieux, on doit avoir un assistant social devant soi et commencer à marquer ses revenus, dire oui, mais il m'arrive ça dans ma vie, voilà. Tandis que là, on ne demande rien à personne, on ne demande pas est-ce que pauvre, parce que si t'es pas pauvre, tu dois justifier le fait que tu sois pauvre. J'ai dit non, c'est fait comme ça. Et aussi, bon, il y a un côté très joyeux, quoi, là-dessus. Parce que ça, il y a la fête aussi, en fait. Moi, ça, j'aimerais bien parler de ça par rapport au marché gratuit, à la dégustation de bon sens, l'occupation de l'espace public, etc. C'est très festif. Et on a remarqué aussi qu'il y a une sorte d'empathie qui se crée, parce que c'est clair que la personne qui donne et qui a, a priori, plus de moyens, eh bien, elle donne aussi parce qu'elle se met à la place de la personne qui a besoin, et elle se dit, voilà, j'aimerais bien qu'on me donne si j'avais besoin, mais en même temps, la personne qui va pour chercher un objet, eh bien, comment dire, elle se met à la place de la personne qui donne et elle se dit, tiens, si moi j'avais les moyens de donner, eh bien, je donnerais aussi. Et donc, il y a un côté, voilà, la dignité, elle est là aussi, elle est là au niveau de l'empathie qui se crée. Je vous propose de faire une petite pause et de jeter un œil sur les routes. Utopia sur la première. Avec aujourd'hui les donneries, les magasins gratuits et ce message d'Éric qu'il nous laisse au 02 737 40 98. Il propose de relier les donneries au Ripper Café et aimerait ouvrir une donnerie à Chaudfontaine. Alors c'est vrai qu'on parlait de collaboration, de complémentarité entre les petits riens par exemple et les donneries. Peut-être que associer des donneries au Ripper Café, ça peut être pas mal aussi. Vous les avez rencontrés, vous, je pense, Felice, les Ripper Café. Ouh, ça tourne, non. Ouh, ça tourne, non, on n'avait pas... Non. Mais ça peut être une bonne idée en soi, dans le genre recycler, donner. Initiatives, je pense. Là, on parlait des marchés gratuits, mais il y a des ateliers qui se sont faits. Moi, par exemple, j'ai proposé un atelier de bijoux de canettes et les échanges de savoir et savoir-faire. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent aussi, à chaque fois des guitares. C'est pour ça que je parlais de la fête. Et il y a eu des massages. Il y a une dame qui est venue avec sa table de massage et qui a fait des massages gratuits, etc., etc. Donc les échanges de savoir et la réparation ou la customisation, le ravaudage, apprendre, réapprendre, se réapproprier nos propres vêtements et sortir un peu de cette société de consommation. La tendance pour demain, ce serait quoi? Ce serait plus de donneries, vu que ça pousse déjà pas mal aujourd'hui, à votre avis? Ce qui est sûr, c'est que ce genre d'expérience, revalorise en termes vraiment de mentalité, le fait qu'un objet qui a été utilisé a une valeur. Okay, et donc, au-delà de la donnerie, au-delà de l'échange, etc., ce qui est important, c'est que la mentalité évolue. Donc, en termes de tendance, c'est clair que voilà, c'est plus dans la tête des gens que ça doit évoluer. Maintenant, c'est clair que
plus de donneries ou moins de donneries, ça je sais pas si c'est ça qu'il faut avoir comme tendance dans la société. En tout cas, le réemploi, le halte au gaspillage, etc., ça c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Oui, et c'est surtout aussi pour ça qu'il est intéressant d'avoir ce genre d'initiative, c'est que ça sensibilise beaucoup les gens. Mm-hmm. Julien Coppens ? Moi, j'ai l'impression que, justement, l'émergence des donneries, c'est la traduction d'une prise de conscience. Mm-hmm. Je crois qu'on n'est pas dans l'autre sens. Oui, donc, il y a réellement dans la société, on le constate nous au niveau de nos activités économiques, au niveau des magasins, la fréquentation en termes de magasins et la population qui fréquente les magasins. On parlait tout à l'heure de l'image qu'a la seconde main dans l'esprit encore de certains. Je veux dire, les certains maintenant sont minoritaires, alors qu'il y a une dizaine d'années, on disait seconde main, et effectivement, c'était la réaction, poussiéreux, déjà porté, quelque chose de... Là, on se dit bonnes affaires quand alors maintenant, quand on pense seconde main, on dit environnement. Ouais. Ça, on vient de réaliser une étude sur la clientèle qui fréquente nos magasins partout en Belgique. Et donc, un des aspects qui revient de plus en plus souvent et qui apparaissait pas il y a 3 ans, c'est l'aspect environnement, protection de l'environnement, consommer malin. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a la bonne affaire. Il y a cette image seconde main qui n'est plus considérée comme quelque chose pour les pauvres ou quelque chose de moindre qualité. Au contraire, et là je vous invite à venir dans nos magasins. On retrouve parfois dans nos magasins. Je viens dans vos magasins. Écoutez, venez-y avec votre micro ou votre caméra et puis on montrera qu'il y a vraiment des objets de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Et je crois que, voilà, vous venez dans nos magasins, c'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, et je crois qu'au niveau de la population en général, encore une fois, quand on fait nos études de clientèle, il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 70% des clients qui étaient des clients sociaux, c'est-à-dire qui bénéficiaient de revenus de remplacement. Aujourd'hui, c'est plus que 40%. Alors, en nombre, ils ont augmenté, mais en proportion, ils ont diminué parce que, justement, je crois qu'il y a vraiment ce phénomène seconde main, consommation intelligente, environnement, et encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on applaudit. Le phénomène donnerie se répand, très bien, mais comme je dis, il traduit une évolution de l'état d'esprit, et donc en termes de approche économique de notre fonctionnement, c'est quelque chose qu'on voit d'un bon œil. Caroline Huens ? Oui, mais j'ai perdu le fil. C'est ce que je voulais dire. Ma faute. Mais, non, c'était au démarrage. Après, comme il a continué, il disait autre chose. Mais oui, je dirais à la limite, certains pauvres ont encore des a priori que les bobos non plus. Et les bobos peuvent donner, l'idée que, non, c'est très bien, en fait, c'est très classe de s'habiller en seconde main et de customiser, de retrouver le côté un peu hippie chic. Mais là, tout d'un coup, ça donnera la possibilité peut-être à certains qui se sont fixés sur le neuf, le clinquant. Les dégustations de bon sens, donc elles ont lieu tous les samedis à différents endroits, Namur, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Charleroi et bientôt Liège. Mais on peut inciter à d'autres gens aussi à participer à ces dégustations. On peut inviter les maraîchers aussi à utiliser leurs invendus. Ça se fait déjà peut-être traditionnellement sur les marchés. Moi, plus ça se répand, plus je serais heureuse. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est joyeux, ça ne coûte rien, que de l'investissement. Enfin bon, allez, on doit payer les bonbonnes de gaz et on trouve. Comme l'esprit est tout à fait là, de la gratuité, du réemploi, donc sur des sites comme Freecycle, comme et sur Facebook, parce que les groupes sont de plus en plus costauds sur Facebook. On a une tonnelle, on a besoin d'une tonnelle, on l'a en seconde main. C'est d'office comme ça. On peut tout c'est trouver. Pas de la générosité de notre part. C'est vraiment pas du tout le cas. D'ailleurs, je dirais que la plupart, la grosse majorité vivent eux aussi en dessous du seuil de pauvreté. Donc ce n'est pas on pourrait pas dire que c'est un mouvement de mode bobo et que dans 6 mois on passe aux incroyables comestibles. Non, c'est vraiment les pobos, quoi. Donc les pauvres bohèmes. Les pobos. Florence Higuet, on peut tout trouver dans ces donneries? Oui, on peut trouver vraiment de tout et de rien. Beaucoup de choses utiles, parfois des choses un peu improbables. Récemment, il y avait du bois flotté, par exemple, que j'ai vu passer sur une donnerie. Ou bien récemment, il y avait aussi une demande pour un costume de lutin d'un enfant de 7 ans. Mais à côté de ça, on peut très bien trouver un four, on peut trouver des vêtements, on peut trouver de la vaisselle, des GSM, de tout. Tout est donnable. Ce ne sont pas des services, on est bien d'accord, ce sont des objets. Oui, ce sont des objets. Et on peut, je vous ai coupé.
S'il vous plaît? Je vous ai coupé, je voulais donc ce sont des objets et nous, comme on le voit actuellement par rapport à l'augmentation des donneries, les faits sont là. Oui. Nous, on voit qu'en tout cas en 3-4 ans, il y a que les donneries ont une tendance à se reproduire un peu partout. Et que pour différents facteurs qui ont déjà été cités, que ce soit pour leur rapport environnemental, pour le fait qu'on recrée du lien social, que c'est un échange parfait, comme ça a été dit par un auditeur. La personne qui donne, elle est contente de se débarrasser d'un bien qu'elle n'utilise plus. La personne qui reçoit, elle prend parce qu'elle en a besoin. Et après, d'un point de vue économique, on est en dehors du système aussi. On ne joue plus avec de l'argent. On évite du gaspillage, c'est gratuit. Merci beaucoup Florence Higuet, merci aussi à tous nos invités, c'est ici qu'on se quitte. Cette émission a été préparée en collaboration avec le magazine À l'heure on change, vous trouverez toutes les infos sur notre site internet. Vous pourrez également réentendre cette émission via notre podcast. Demain on parle de Teach for Belgium, un projet pédagogique qui vise à briser le lien entre une origine socio-économique faible et de mauvais résultats scolaires. Demain 15h donc dans Utopia. À demain. Podcast La Première.